Développée au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'aviation postale doit beaucoup au courage de ses pilotes, véritables pionniers de l'aviation que certains considèrent comme des héros. En effet, dans les années 1920, chaque vol est une aventure risquée qui peut être fatale. Le quotidien et les exploits de ces pilotes nous sont rapportés par l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry, pilote de l'aéropostale lui-même, dans un roman, Vol de nuit, qui décrit un vol postal en Amérique du Sud, ainsi que dans d'autres œuvres. Car très vite, dès la fin de la Première Guerre mondiale, pour que le courrier passe, la nécessité de voler de jour comme de nuit s'est imposée. Or, à cette époque, pas de GPS, pas de moyens de communication électronique de navigation, pas même de vol sans visibilité. Il s'agissait alors de partir de nuit pour réduire les délais de livraison du courrier et concurrencer la voie ferroviaire. Pour guider les pilotes, dans cette nuit aéronautique, le service de la navigation aérienne mit en place toute une série de phares, de routes, on en comptera jusqu'à 140 dans les années 1930, qui émettaient des éclats de lumière correspondant au code Morse du lieu d'émission, permettant ainsi aux pilotes de se guider de lumière en lumière à travers la campagne. Chacun des villages où étaient implantés ces phares devait en assurer l'allumage. Le commandant d'aérodrome envoyait donc un télégramme, via la poste, au proposé à l'allumage. Le meunier dans un endroit, l'instituteur, le garde champêtre, voire le facteur dans d'autres villages. Un peu plus tard, on s'est servi du téléphone pour prévenir le postier, puisqu'alors les seuls endroits publics qui bénéficiaient d'un service téléphonique étaient les bureaux de poste. Pylônes en ciment, hauts de 7 à 11 mètres, ils étaient composés d'une plateforme accueillant une source de lumière alimentée par acétylène, néon ou électricité. L'éclat de cette lumière était entrecoupé suivant le type de phare, transmettant ainsi un code Morse permettant au pilote d'identifier sa localisation, mais aussi la direction. On distingue 3 types de phares. Les phares de grande navigation, ou phares de balisage, scintillaient d'éclats blancs et confirmaient une direction aux pilotes le long de leur parcours parsemé de points lumineux. Parmi eux, le phare de la Tour Eiffel, du Mont Valérien et du Mont Cindré. Les phares de repérage, ou phares de rappel, permettant aux avions en vol de repérer les aérodromes. De couleur blanche et à éclipse, la portée était de 40 km. Le scintillement, entrecoupé d'extinctions, transmettait une lettre en morse indicative de l'aérodrome en question. Les phares de jalonnement étaient situés à proximité de petites localités le long des voies aériennes majeures. D'une portée allant jusqu'à 50 km, l'allumage était assuré par un habitant local. Le phare était de couleur rouge et alimenté au néon pour permettre aux pilotes de mieux les apercevoir par mauvaise visibilité. Quelques phares sont encore debout et pour certains, des associations cherchent à les rénover. Le phare de Baziège, village à l'est de Toulouse, est le premier à être inscrit au titre des monuments historiques de France. La Tour Eiffel est certainement le plus prestigieux phare aéronautique. Pourtant, ce sont les 2 phares du Mont Valérien qui seront les repères de Paris jusqu'à leur bombardement par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces mêmes Allemands qui installeront un phare sur la tour pour guider leurs avions. Officiellement, la tour est un phare aéronautique avec des faisceaux visibles à 300 km en 1952. En 1970, l'Agence pour l'aviation civile refusera de prendre à son compte les réparations dues à une avarie, d'autant plus que le survol de la capitale est interdit. 4 projecteurs de type marine animent à nouveau la tour depuis le 31 décembre 1999.